gouvernemental à Mané pour traduire la compassion du gouvernement aux populations. Cela suite au conflit entre agriculteurs et éleveurs qui a occasionné de nombreux dégâts et une perte en vie humaine. Lancement ce jour de la semaine africaine de la vaccination et des journées nationales de vaccination contre la polio 2014. Deux événements en un pour faire de la vaccination un moyen de prévenir les maladies. Et puis en Afrique du Sud, Julius Malema défie l'ANC aux prochaines élections. Le Front pour la liberté économique qu'il dirige a des arguments pour mobiliser les jeunes. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Tout serait parti d'un vol de bétail et le conflit qui a opposé agriculteurs et éleveurs il y a quelques semaines a fait de nombreux dégâts, dont un mort. Le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité est allé ce matin à la rencontre des protagonistes. Jérôme Bougouma a traduit la compassion du gouvernement aux populations et invité à l'apaisement des cœurs. Abdul Rasmane Zongo. Située à 32 km de Kaya, la commune rurale de Mané a été le 26 avril dernier le théâtre d'un conflit meurtrier né d'un vol de bétail. L'affrontement a malheureusement causé un décès, des dégâts matériels, des blessés, des populations déplacées, sinon réfugiées, ici à l'action sociale. Le ministre Jérôme Bougouma est allé présenter, manifester la solidarité et la compassion du gouvernement aux familles des victimes, mais aussi échanger avec le chef de canton et les différents protagonistes. Il y a eu donc des personnes lourdement affectées, il y a eu un décès, il y a eu également des biens matériels qui ont été saccagés et des familles ont perdu leur domicile et sont hébergées par l'action sociale. Donc la compassion du gouvernement aux familles et également aux autorités locales et à la sécurité qui fait des efforts pour ramener le calme. Et aux personnes ressources, les différents chefs, les fils de la région, qui s'évertuent donc à faire le travail de retour et aux bonnes conditions. Déjà, d'importantes dispositions sont prises côté gouvernement. Et comme nous avons pu le constater, la situation est encore difficile. Mais nous avons pu également nous rendre compte que ce n'est pas une question de conflit communautaire. Il y a un problème concret de vol de bétail. C'est autour de ce problème-là que se sont cristallisées toutes les frustrations, toutes les récriminations. Et l'État va prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité. Nous allons faire venir, pour appuyer les gendarmes, une compagnie de CRS également. Et nous allons voir au niveau de la justice également comment rendre le dispositif plus fluide. Et parce que, comme vous avez pu le constater, il y en a qui se plaignent depuis 10 ans et que, voilà, on ne fait rien, etc. Donc ce sont ces problèmes-là que nous allons régler. Et nous viendrons plus tard, et lorsque les cœurs se seront apaisés, et pour encore discuter, pour faire en sorte que le vivre ensemble prévale, quelles que soient les difficultés. À Mané, vivent essentiellement agriculteurs et éleveurs, issus des communautés Moussi, Peul et Yatsé. La Banque mondiale, principal partenaire du pôle de croissance de Bagré, juge positif les résultats de Bagré Pôle 2 ans après sa mise en œuvre. Une mission de l'institution financière a séjourné sur le site du projet en vue d'un suivi et évaluation. Badaniel Kambou. Le premier partenaire dans la mise en œuvre du projet Bagré Pôle est la Banque mondiale. Ce partenaire technique et financier partage les mêmes ambitions que le gouvernement burkinabé, accroître l'activité économique de la zone de Bagré avec des impacts positifs sur l'économie nationale par le biais de développement de l'agriculture irriguée, de la transformation agroalimentaire et l'accroissement du nombre d'emplois. 2 ans après la mise en œuvre du projet, la Banque mondiale trouve des motifs de satisfaction. Pendant ces 2 ans, nous avons vu les résultats concrets sur le terrain. Premièrement, le pôle a créé des emplois. À peu près 3000 emplois ont été créés pendant cette période. Deuxièmement, il y a les institutions qui sont installées. Troisièmement, il y a les entreprises privées qui sont installées. Déjà, nous avons 3 banques privées
Coris Bank et les autres qui sont là. Et quatrièmement, nous avons aussi les entreprises modernes qui sont installées. La Banque mondiale, c'est une contribution de plus de 3 milliards de francs CFA à la mise en œuvre de Bagrépol. Au jour d'aujourd'hui, environ 1 milliard de francs CFA a été décaissé et est allé à des actions telles l'appui aux petits exploitants, aux services critiques et aux petites et moyennes entreprises. Nous sommes maintenant en phase de croisière pour la mise en œuvre du projet. Nous avions commencé par du renforcement institutionnel, donc renforcement de capacité pour voir une bonne entité de gestion du projet. Ça, je pense, c'est quelque chose que nous avions atteint. Là, nous allons commencer bientôt donc la réalisation des infrastructures critiques. Ça, c'est le gros du projet. Ces infrastructures-là vont donc être des infrastructures qui permettraient au secteur privé local, donc les petits producteurs, les producteurs moyens et des grands producteurs d'ici ou d'ailleurs, de venir dans un cadre de synergie pour s'installer. L'agenda de cette mission d'évaluation de la Banque mondiale comportait également des visites terrain. Une mission qui va faire suite à la préparation de la revue à mi-parcours du projet. Le poste juxtaposé de Saint-Cancé, toujours en attente d'opérationnalisation. Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a rencontré les transporteurs et la sécurité ce matin pour en parler. La contribution de chacun des acteurs est attendue pour une exploitation judicieuse de cet outil d'intégration. Claudine Bikaba. La mauvaise qualité des infrastructures routières, les tracasseries routières et de transit, les difficultés de duplication des postes de douane ont nécessité la création du poste de contrôle juxtaposé PCG de Saint-Cancé. Cependant, les transporteurs vivent encore ces mêmes réalités. Pour ce faire, ils ont tenu une rencontre avec les ministres concernés pour exposer leurs préoccupations. Il reste encore des problèmes résiduels que les transporteurs ce matin ont bien voulu porter à notre connaissance. Il s'agit notamment d'une double taxation au niveau donc de l'escorte douanière entre Kanchari et la frontière du Niger, et également une double perception de frais de transit du côté du Togo, avant le PCJ et au PCJ. Donc des problèmes qui sont des problèmes qui vont nécessiter que nous puissions encore travailler avec notre collègue du ministère des Finances au niveau du Burkina, mais également travailler avec nos homologues des transports et des finances du côté donc du Togo. Des engagements et dispositions sont pris de part et d'autre pour résorber ces problèmes qui freinent le trafic routier entre le Togo et le Burkina. Du côté donc du ministère de l'économie et des finances, du côté de la douane, des dispositions ont été prises pour faciliter non seulement l'importation des matériaux nécessaires à la réhabilitation des infrastructures, mais également le regroupement des postes de Bitou et de Saint-Cancé en un seul poste unique pour éviter la duplication des contrôles douaniers à ce niveau-là. Au niveau des contrôles des forces de sécurité publique, comme vous pourrez le constater, le gouvernement a pris des décisions assez fortes. Et pour ce qui concerne le Burkina Faso, au jour d'aujourd'hui, en dehors de certains postes de contrôle précis, l'ensemble des postes de contrôle des forces de sécurité publique ont été levés sur l'ensemble des corridors de desserte du Burkina Faso. L'opéralisation du PCG serait préjudiciable aux jeunes et aux femmes de la zone. Et l'UEMOA est sensible à cette situation. C'est pourquoi elle a décidé d'accompagner les États à travers une étude d'impact qu'elle va mener en vue de trouver des mesures d'accompagnement à ces personnes. À la représentation nationale, l'on a parlé des questions relatives aux droits de l'enfant. Une séance de travail a réuni hier la mission du conseil d'administration de l'UNICEF en visite au Burkina Faso et une délégation du réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant, deux structures partenaires, Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Cette séance de travail avait pour objectif de montrer à la délégation du conseil d'administration de l'UNICEF une expérience de coopération entre UNICEF Burkina et l'Assemblée nationale burkinabé à travers un réseau de parlementaires en faveur des enfants de notre pays. La représentation nationale reste consciente des énormes défis à relever dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'enfant au Burkina Faso. Notre institution souhaite donc un renforcement de son partenariat avec votre organisation
pour mieux faire face à ces défis. Elle a surtout permis à la délégation d'interpeller les députés sur la nécessité et l'urgence d'agir sur certains aspects touchant aux droits de l'enfant dont ils ont été témoins lors de leur sortie sur le terrain. Le Burkina Faso a voté de bonnes lois concernant les enfants, protégeant les enfants. Et la discussion tournait autour, surtout, sur la mise en œuvre de ces lois. Les membres du réseau des parlementaires pour la promotion des droits de l'enfant Reproden, motivés par les mêmes objectifs, trouvent dans de pareils échanges les ressources pour promouvoir davantage l'enfant burkinabé. Ça a été le moment d'une rencontre entre le conseil d'administration, qui est donc composé des 5 États membres qui siègent au sein du bureau du conseil d'administration de l'UNICEF à New York, et les élus du peuple burkinabé. Et ça a été un moment d'échange entre les réalités du Burkina Faso. Cette séance de travail vient donc renforcer le partenariat entre l'UNICEF et le Reproden pour le bien-être des enfants du Burkina Faso. Beaucoup d'actions très pertinentes seront entreprises en faveur de l'enfance burkinabé. Et je suis sûre aussi que le partenariat entre l'UNICEF et le Parlement va se renforcer. Cette mission se veut une appréciation des activités de l'UNICEF au Burkina et surtout des défis qui entravent la promotion de l'enfant burkinabé en vue de l'élaboration d'un futur plan d'action de l'UNICEF au Burkina Faso. Et ce 2 mai a été mis en profit par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour un plaidoyer sur l'abandon de l'excision et des mariages précoces. L'objectif étant de fédérer les énergies pour venir à bout de ces pratiques traditionnelles néfastes. La journée qui s'est déroulée à la clinique Souka, où se pratique la réparation des séquelles de l'excision, occasion a été donnée pour un échange avec les responsables de la structure sanitaire. Salinana. Des témoignages poignants de victimes de mutilations génitales féminines et de mariages forcés, la lutte est engagée depuis des décennies, mais la pratique persiste toujours. Pour donc fédérer toutes les énergies et développer des nouvelles stratégies de lutte, tous les acteurs sont mobilisés aux côtés du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, principal bailleur de la lutte, pour traduire leur engagement et faire le point des actions menées pour l'abandon de ces pratiques. En matière d'excision génitale, le Burkina quand même reste un pays où ce pourcentage est beaucoup trop élevé encore, et la campagne de sensibilisation doit être renforcée, et l'UNICEF va épauler les autorités burkinabées dans leurs efforts. Il est très important pour le gouvernement, pour les ministères compétents, pour le Parlement, de débloquer des fonds pour cette lutte. La journée de plaidoyer contre l'abandon des mutilations génitales féminines et excision a conduit le bureau du conseil d'administration de l'UNICEF à la clinique Souka, l'établissement sanitaire où les réparations des séquelles de l'excision se font gratuitement. Là, une présentation du professeur Michel Akotionga, soutenue par un film, a permis à la délégation de l'UNICEF de mieux cerner l'engagement des premiers responsables de la clinique pour le bien-être de la femme et de l'enfant. L'UNICEF, c'est un de nos gros partenaires en matière de financement de la prise en charge des réparations des séquelles d'excision. C'est le professeur Akotionga qui est le spécialiste en la matière, mais comme lui-même il a dit, il a formé environ 400 personnels de la santé qui s'occupent aussi de ces réparations de séquelles, dont certains gynécologues de la clinique Souka. Au Burkina Faso, des études ont permis d'identifier les raisons qui perpétuent ces pratiques néfastes. Avec la volonté politique manifeste et l'engagement des plus hautes autorités et celui des partenaires techniques et financiers, les acteurs comptent très rapidement venir à bout des mutilations génitales féminines et des mariages précoces. Faire de la promotion de la vaccination un moyen de prévenir les maladies, un objectif poursuivi par la Semaine africaine de la vaccination lancée concomitamment avec les Journées nationales de la vaccination contre la polio. Cette année, le ministère de la Santé et ses partenaires que sont
L'OMS et l'UNICEF prennent le pari pour 2014 de toucher plus de 6 millions d'enfants au Burkina Faso. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Saba, Yolande Lompo. Nous sommes dans le quartier Tamsé, dans la de Saba, où le ministre de la Santé et quelques membres de sa délégation se désinfectent les mains avant leur entrée dans la famille Nikiema. C'est à l'occasion du premier passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Aujourd'hui, donc, nous procédons au lancement de la semaine africaine de la vaccination qui court du 2 au 9 mai et nous jumelons également le lancement donc, de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, elle qui va donc du 2 au 5 mai. On n'a pas besoin de dire aux populations, elles-mêmes, elles vivent l'intérêt qu'il y a à faire de la vaccination et c'est pour cela qu'on ne doit pas nous amuser avec cette affaire. On doit faire en sorte que chacun se dit dans son subconscient que la première chose qu'on peut faire pour éviter la maladie, c'est d'abord de veiller aux PEV de routine. Ici, Léne Sobgo administre la première dose à la petite Elvire Nikiema, âgée de 5 mois. Non loin de là, dans la cour voisine, Aminata Kaboré, consciente de l'importance de ce vaccin, fait également vacciner ses petits afin de les éviter de subir le même sort qu'elle. Et pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le lieu d'encourager la population afin que les enfants soient immunisés. Je voulais vraiment, encore une fois, féliciter le gouvernement burkinabé, féliciter le peuple burkinabé, parce qu'il n'y a pas de polio au Burkina depuis 2009. Ici au Burkina, les enfants sont protégés contre 11 maladies. Tous les enfants ont droit à un vaccin pour leur protéger contre les maladies principales, les maladies qui tuent plus les enfants. Au dire des autorités sanitaires du centre médical de Saba, 11 021 enfants sont ciblés et le centre dispose de 12 500 doses pour la circonstance. Et pour cette opération, environ 6 600 000 enfants recevront leur dose sur l'ensemble du territoire national et le coût total de l'opération s'élève à près de 1,2 milliard de francs CFA. Léne Sebgo et sa délégation en ont profité pour visiter les locaux de la mairie, mais surtout le centre médical. Un centre médical qui changera bientôt d'aspect avec la construction d'une nouvelle maternité qui devrait permettre de rapprocher les patientes du bloc opératoire. À Bobo Dioulasso, l'Institut géographique du Burkina Faso initie les acteurs locaux à l'utilisation de l'information géographique. La nouvelle cartographie topographique leur a été présentée en même temps que son mode d'emploi. Cela devrait améliorer leurs connaissances en planification et en gestion des infrastructures. Moumouni Barou. Ces acteurs locaux venus du sud-ouest, des cascades et des hauts bassins sont à l'école de l'information géographique afin de disposer des données fiables et récentes pour la conduite des actions de développement. D'un montant estimé à plus d'1,6 milliard de francs CFA, le projet piloté par l'Institut géographique du Burkina a livré ses premières cartes au nombre de 13 depuis le 30 janvier dernier. Ces cartes topographiques couvrent pour l'instant le sud-ouest, les cascades, la boucle du Moun, les hauts bassins, une partie des régions du nord et du centre-ouest. L'information que nous véhiculons à travers les anciennes cartes sont complètement dépassées. Il y a eu une évolution sur le terrain et le gouvernement a vu la nécessité de mettre à jour cette information à la disposition des acteurs de développement, mais aussi de la population qui doit s'en servir pour donc les différents déplacements, mais aussi les projets et programmes de développement. Donc c'est pour cela que cette cartographie a été initiée. À la date d'aujourd'hui, on a une première partie du territoire qui est couverte. Et à la fin de l'année, la totalité du territoire sera couverte par cette cartographie à l'échelle 200 000. Pour les participants, c'est une joie immense qui les anime, car par exemple, au niveau de l'agriculture, pour une meilleure gestion des terres, cela requiert la disponibilité d'une bonne cartographie. Cet atelier est vraiment d'un intérêt plus qu'important pour nous, la Sofitex. Comme vous le constatez, nous avons une activité répandue sur le territoire, dans l'espace donc géographique, et l'atelier qui se tient aujourd'hui vient pour nous donner des éléments
sur l'utilisation donc de ces informations géographiques. La publication de ces nouvelles cartes au profit de la population témoigne d'une volonté de l'État à améliorer son potentiel en matière de données géographiques. C'est pourquoi cette journée est mise à profit pour présenter ce vaste chantier dans le but de renforcer les connaissances sur l'utilisation de la carte et ses produits dérivés. Dans les Cascades, le village de Yendéré a inauguré officiellement son collège d'enseignement général. Les populations n'ont pas caché leur satisfaction de disposer d'un sujet. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités et c'est Simplice Barro qui nous en parle. La population de Yendéré sortit en grand nombre pour assister à l'inauguration de son tout premier collège d'enseignement général attendait ce jour, samedi 26 avril 2014, avec impatience. En effet, les enfants de cette localité étaient obligés, une fois le certificat d'études en poche, d'aller s'inscrire à Nyanglogo, ville située à près de 10 km de Yendéré. Un soulagement pour la première promotion des élèves du CIG Taniélé qui a démarré ses activités scolaires à la rentrée 2013-2014. En tant qu'élèves, l'existence de cet établissement chez nous épargne de tous les problèmes liés à l'éloignement de nos familles. C'est pour toutes ces raisons que les élèves du CIG Taniélé de Yendéré sont très reconnaissants et s'engagent à travailler et à rester disciplinés afin de mériter la confiance placée en nous par les autorités de notre pays, mais aussi afin de combler les attentes de nos parents qui nous soutiennent. L'ouverture d'un collège d'enseignement général comme celui de Yendéré constitue une victoire sur l'obscurantisme et l'ignorance. Ça témoigne aussi de l'effort du gouvernement en matière d'éducation. Vous savez qu'aujourd'hui on est conscient que notre développement pourra être réalisé que grâce au système d'éducation que nous allons mettre en place. Chaque fois que les populations demandent, et surtout en matière d'éducation, que le gouvernement fait des efforts pour pouvoir les satisfaire. Et parce que l'éducation occupe une place centrale dans les perspectives de développement de notre pays. Les élèves du CIG de Yendéré, au cours de leur cursus, pourront aussi s'abreuver à la source de la sagesse et des conseils du premier écolier du village. Ceux qui n'ont pas compris, ils demandent aux maîtres, aux professeurs. Je crois que c'est les meilleurs des conseils. Et être docile à tout ce qu'on leur demande, aussi bien à l'école, à la maison, et ce que l'État nous demande, la citoyenneté. Remise de kits scolaires, coupure symbolique du ruban ont également été les principaux actes de la cérémonie. Et les énarques à Ouagadougou font une pause, le temps d'une récréation avant de boucler l'année d'études. Une pause nécessaire et encouragée par le ministre de la fonction publique. Les 72 heures de l'ENARC, ce sont des débats, des panels, mais aussi des activités récréatives. Zalissa Sanfo était à la cérémonie d'ouverture hier. À l'École nationale d'administration et de magistrature, l'heure est à la récréation. Cette récréation va durer 72 heures et les énarques comptent bien mettre à profit ces instants de détente pour apprendre les uns des autres et aussi reprendre des forces pour aborder le dernier virage de leur année académique. Une initiative que leur ministère de tutelle est venu encourager. Je les encourage à continuer dans cette voie, à accorder beaucoup d'importance à leurs activités académiques, mais aussi à ne pas oublier la réalité socio-culturelle du Burkina qui doit les amener à mieux servir la nation burkinabé. À ces 72 heures de l'ENARC, c'est la culture qui est à l'honneur et les stagiaires donnent à voir aux visiteurs les merveilles de la culture burkinabé. Un choix qui n'est pas fortuit. La culture est devenue un domaine incontournable, c'est-à-dire un domaine clé qui est classé dans la SCAD au même pied que les mines, l'agriculture. Donc, à ce sens, les fonctionnaires qui sont là en sortant, et ce sont les futurs décideurs, ils doivent savoir que c'est un domaine très important, c'est transversal, et puis qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions futures. En marge de ces activités récréatives, les élèves proposent aussi des cadres de donner et de recevoir, tels des panels et des conférences débats. Et pour le premier responsable des élèves,
Chacun en venant à ses 72 heures de l'ENARC devrait trouver une activité qui le convienne. Et parlant de culture, comment préserver le patrimoine culturel du Burkina Faso que sont les objets d'art artisanaux du trafic illicite? Une formation est initiée en réponse à cette question et au profit des agents des ministères de la Culture et du Tourisme, de l'économie et des finances et les agents de la sécurité frontalière à l'est du Burkina Faso, Joël Tendambiga. Les exportateurs illicites des objets d'art culturel font perdre de l'argent à l'État burkinabé. Ils sont nombreux, les commerçants des objets d'art et produits artisanaux qui profitent de la porosité des frontières pour échapper aux taxes liées à l'exportation de ces objets d'art. Pour enrayer ces bandes d'exportateurs illégaux des objets d'art de notre patrimoine culturel, le ministère de la Culture, du Tourisme, celui de l'économie et des finances initie des ateliers de sensibilisation au profit des acteurs impliqués dans ce genre de trafic. Sorti de ces ateliers, avec des propositions concrètes, le ministère de l'économie et des finances est prêt, n'est-ce pas, à nous accompagner. Donc, séance tenante, nous disons que nous avons enregistré les réalités du terrain et que c'est à l'issue de cela que nous allons monter et cibler, n'est-ce pas, des stratégies pour que vraiment ceux qui sont sur le terrain puissent avoir, j'allais dire, les moyens pour faire le travail. Les participants se sont appropriés des connaissances nécessaires pour mieux lutter contre le trafic illégal des objets d'art culturels. La part contributive de la police nationale dans cette lutte est l'accentuation des contrôles au niveau des frontières terrestres et aériennes et sur les axes routiers. Il y aura l'installation des régisseurs de recettes. Une fois que ces régisseurs seront installés, les différents intervenants dans ce domaine pourront désormais payer les taxes. Cet atelier de formation et de sensibilisation des acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic illégal des objets culturels et artisanaux dans la région de l'Est est le troisième du genre après celui de Dakola dans le Nahouri et Gibasso dans la boucle de Mouhoun. Et bien malin qui pourrait faire la différence entre les dozos du Burkina Faso et ceux du Mali, tellement les similitudes sont nombreuses. Conscients de cette réalité, les dozos tradis praticiens des deux pays se sont engagés à renforcer leurs liens d'amitié et de solidarité. Les différentes confréries se sont donc retrouvées à Finkolo, au Mali, au nom de cette fraternité saluée par les autorités locales à Sikasso, Amadou Lougué. Finkolo, village situé à une quinzaine de kilomètres de Sikasso au Mali. C'est ici que les dozos du Burkina Faso sont venus renforcer les liens d'amitié et de solidarité avec les frères dozos du Mali. Les dozos du Mali, ici présents, la délégation de Bamako-Sikasso, les dozos de notre Burkina Faso nous envoient pour venir passer cette corde de solidarité. L'Union nationale des dozos tradis praticiens est en partenariat il y a plus de 15 ans avec les dozos du Mali et du Burkina à travers la frontière de Sikasso. Ce déplacement en territoire malien s'inscrit en droite ligne de la journée de solidarité et de paix organisée les 12 et 13 avril dernier à Bobo-Dioulasso par l'Union nationale des dozos du Burkina. Ce baobab jugé sacré par les dozos sera planté ici dans ce village malien, une façon de pérenniser les liens d'amitié, mais aussi d'inviter les uns et les autres à la protection de l'environnement. Cette initiative a été saluée par la communauté dozo du Mali et les autorités maliennes. Il est important de rappeler que les chasseurs ont été les premiers fondateurs de nos villes et campagnes. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays ont toujours accordé une grande importance aux activités de la confrérie. Selon le chef de la délégation dozo du Burkina, cette sortie marque le début d'une caravane de dozo pour la paix. Une caravane qui va se poursuivre dans d'autres pays de la sous-région. Et nous revenons à Ouagadougou, capitale du jazz, depuis une semaine pour vous présenter l'album du groupe danois Kutimangoz, un album de 11 titres qui offre des sonorités afrobeat, électro-jazz et funk. On note la collaboration de Patrick Cabré dans cette œuvre savourée
par les amateurs du jazz hier lors de la présentation de Afro Fire. Et c'est Jacques Lamissa Tarpaga qui nous présente cet album. Afro Fire est un album de 11 titres qui offre un mélange d'afrobeat, de jazz électrique et de funk. L'œuvre est signée du sextuor danois Kuti Mengos, inspiré par Fela Ramson Kuti, Charles Mengos, l'américain et l'international malien Oumou Sangaré. Et côté burkinabé, c'est le jeune et talentueux Patrick Cabré qui a côtoyé de grands noms comme Pascal Lokwa-Kanza, Richard Bona et Ray Lema. Ça a ouvert des grandes portes et au-delà de ça, c'est aussi, ça fait grandir, de jouer avec d'autres musiciens, de rencontrer aussi autre manière de faire de la musique. Et ça, je trouve, c'est une grande chose. Et je souhaite ça pour tous les autres jeunes comme moi de Burkina Faso. L'album dédicacé à l'occasion du 22e Jazz à Ouaga est le fruit d'une collaboration soutenue par le projet d'Anfaso, une coopération culturelle entre le Royaume du Danemark et le Burkina Faso qui dure 3 ans. Le programme est à sa fin, mais les bénéficiaires espèrent une autre phase pour que ça jazz davantage. Et à Doun, samedi dernier, l'on a célébré le jubilé d'or de la chapelle du village. Une action de grâce a été rendue à Dieu pour ses 50 ans d'évangélisation, mais on n'a pas oublié Do Wenimien Félicien. Un hommage a donc été rendu à celui-là même qui est le père fondateur du christianisme à Doun, Kadou Roumenki. Do Wenimien Félicien. Il n'est plus de ce monde. Il n'a malheureusement pas d'image pour vous le présenter, mais il aura marqué l'histoire du christianisme à Dohoun, un village rattaché à la commune de Houndé. Au fait, l'homme est pour la communauté religieuse de Dohoun, ce que dit Alfred Diman est pour l'église de Thomas. En cette journée où la chapelle célèbre ses 50 ans, une part belle a été faite pour rendre hommage à l'illustre disparu. C'est un chrétien courageux. Il y avait beaucoup de problèmes. Souvent, il dormait au champ, mais arrivé, il priait toujours la Vierge Marie, qui de beaucoup l'aider à ce qu'il y ait des chrétiens ici. Le Sanhédrin a considéré les apôtres Pierre et Jean comme des gens quelconques, sans instruction. Mais par après, ils ont reconnu que quand même un miracle de Dieu s'est produit à travers eux. En faisant cette comparaison, on peut dire que Félicien, Félix et Pierre ont été des gens quelconques, des gens ordinaires de Dohoun, et pourtant Dieu a réalisé à travers eux l'œuvre que voici, la chapelle que nous fêtons. Le catholicisme s'est implanté difficilement à Dohoun, allant quelquefois à l'encontre des mœurs. Une histoire que les anciens racontent aujourd'hui avec un brin de lyrisme. Vous savez que dans les familles traditionnelles, lorsque vous cultivez, mais vous avez le devoir de rassembler toutes vos productions au sein entre les mains d'un chef. Et celui qui ne le faisait pas s'exposait à des sanctions occultes. Or, avec le christianisme, les gens se sont libérés de ces peurs-là. À l'endroit des jeunes, bon, je les conseille aussi qu'ils n'ont qu'à mettre toute leur foi à Dieu. Une foi que l'abbé Émile Sakira espère voir se fortifier davantage pour faire de l'église famille de Dohoun une société très accueillante et ouverte à tous. Voilà pour cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.